Salut les addicts aux plantes, visiblement si vous avez cliqué sur cette petite vidéo, c'est que comme moi vous êtes des grands fans de Monstera et que vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le sujet. Du coup aujourd'hui on est là pour ça, on va vraiment parler en détail de cette famille de plantes et je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils pour bien les faire pousser et ça peu importe l'espèce. Et avant de commencer, je crois qu'on a enfin trouvé la forme aboutie du décor, je l'aime trop comme ça, il y a toutes les rêves que j'aime trop, enfin toutes, ou en tout cas une bonne partie déjà. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, j'en suis vraiment fier, j'espère qu'il vous plaît. Je vais pas vous mentir, il y a quand même des Monstera qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Si on prend par exemple ici la Dragon Tail, elle est réputée pour être très facile. Et de ce côté-ci, on a la Monstera Burl Max Flame qui elle est réputée pour être horrible. Mais comme je vous disais dans la version courte de cette petite vidéo sur TikTok et Instagram, d'ailleurs ceux qui viennent de là-bas, n'hésitez pas à faire un petit coucou à YouTube et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est que peu importe la Monstera dont on parle, la structure reste sensiblement la même. Ça reste toujours la même sorte de racine aérienne, avec des nœuds aussi extrêmement similaires, peu importe l'espèce dont on parle. Et c'est quand même un bon avantage, parce que ça veut dire que dès que tu arrives à t'occuper à peu près bien comme il faut d'une Monstera variegata, il n'y a quasiment plus aucune Monstera qui t'est inaccessible. À part peut-être la Peru variegata, qui pour moi a été un petit peu plus compliquée à apprendre, parce que c'est vrai qu'elle a un feuillage tellement différent de toutes les autres Monstera que ça te demande d'appréhender le truc assez différemment. On dirait presque une plante grasse au niveau de la texture des feuilles. C'est limite un plastique très épais, un peu caoutchouc, je ne saurais pas comment le décrire, presque un anthurium, voilà, un peu comme un anthurium luxuriant. Ça se rapproche vraiment de ça. Et du coup, ça va pas réagir à la lumière de la même manière, ni même à l'arrosage aussi. Mais alors sinon, pour toutes les autres, que ce soit la Standleyana, la Monstera Adancioni que vous avez là, la Minima, toutes les autres, ça va être quasiment le même entretien. Il vous faut un terreau type universel, ce qui marche bien avec les Monstera. Mais attention, ne me prenez pas juste du terreau universel, je parle bien d'un mélange. Je vous afficherai la recette juste ici qui est la plus avantageuse. C'est pas exactement le même que le mélange qui est disponible sur mon site, mais parce que là, il y a juste des écorces de coco en plus que je vous ai mis. Ça aère un peu plus le terreau et ça facilite grandement le passage de toutes les racines. Donc pour les Monstera, c'est vraiment optimisé. On est plus là sur un terreau Monstera du coup en fait. Dans la même lignée que le terreau, on peut parler rempotage et racines. Ça a des racines qui sont très à l'aise en eau aussi, donc l'hydroponie est carrément possible avec les Monstera. Faut juste faire attention, c'est qu'il faut pas oublier que c'est une espèce qui est très gourmande en nutriments et que si vous la mettez juste dans l'eau sans la booster avec de l'engrais, pour qu'elle ait de quoi bouffer comme elle peut trouver dans la terre, elle va avoir tendance à continuer à vivre mais pas à se développer. Donc l'hydroponie, elle a ses limites si vous la faites juste avec de l'eau. Mais c'est aussi une des espèces qui est la plus résistante en eau. Si t'arrives d'oublier un petit peu de changer l'eau ou quoi, elle va pas mourir instantanément parce que l'eau commence à avoir quelques algues. T'as toujours un petit battement avec elle quand tu les fais en hydroponie. Et si t'es comme moi et que quasiment toutes tes Monstera sont en terre, tu peux tabler sur un rempotage tous les 1 an et demi par là. Comme je disais sur TikTok et Insta, c'est une plante qui a aucun problème avec le fait d'avoir des racines très serrées dans son pot. Et de toute façon, si tu la mets dans un pot trop grand, elle va se concentrer d'abord sur ses racines avant de te faire des nouvelles feuilles, donc tu vas perdre pas mal de temps. Je pense que vis-à-vis du terreau et des racines, on a fait à peu près le tour. Faut aussi répondre à la question de quand la passer en terre une fois qu'on a fait une bouture en eau. Quand tu commences à avoir des réseaux de racines secondaires, je vous mettrai une petite image juste là, c'est que c'est le moment, tu peux sortir ta bouture de l'eau et la passer en terre. Je vais voir si j'ai même pas une bouture qui serait dans cet état là pour vous montrer. Ça tombe bien, en plus on est dans le thème des Monstera. On voit la première racine secondaire. Et bien une fois que tu en as un peu plus d'une dizaine, un petit peu partout répartie sur toute la première racine, c'est bon, tu peux commencer à la passer en terre, elle s'adaptera très bien. On va maintenant parler des tuteurs et là pour le coup je vous donne pas le bon exemple. Ces tuteurs là fonctionnent tout à fait bien pour avoir des Monstera, ça va bien grimper et tout ça, mais comme ça a des racines aériennes très invasives, elle va avoir tendance à passer dans les petites émailles du tuteur en coco et ça peut vite vous causer des problèmes au moment où il faut changer le tuteur. Il m'est déjà arrivé quand j'avais ma grande Monstera avant qu'elle soit infectée de trips l'année dernière. Spartiate, quel est votre métier? J'ai voulu passer de son immense tuteur en coco vers un tuteur en sphaigne, et ben j'ai cassé la moitié des pieds, même en y allant doucement, même en prenant du temps. Elle était tellement depuis des années prise dans ce tuteur que c'était impossible de la sortir sans faire des dégâts. Donc ce genre de tuteur là marche bien au début, mais quand vous commencez à avoir une Monstera avec énormément de racines aériennes, je vous conseille vraiment plus de passer sur un tuteur en sphaigne, parce qu'un tuteur comme celui-ci par exemple, t'as juste à le prendre, à l'ouvrir en deux, à sortir la sphaigne, ça reste délicat, mais pas autant impossible qu'avec un tuteur en coco. En tout cas c'est mon avis, on a le droit de pas être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais personnellement, je vous recommande pas ce genre de tuteur quand vous atteignez une certaine taille de plante, surtout pour les Monstera. Il y a d'autres plantes avec lesquelles c'est moins dérangeant, genre par exemple, vous prenez comme là un philodendron, il va se mettre dedans, mais il aura toujours que une ou deux racines. Certaines Monstera, quand elles ont des gros nœuds, peuvent avoir des fois 10-15 racines aériennes au même endroit. Autant vous dire que quand ça passe dans un tuteur, regardez, si on prend par exemple l'exemple de cet épi premium, regardez-moi toutes les racines qu'il y a à l'intérieur, le jour où je vais avoir besoin de le sortir, celui-là, ça va être quelque chose. Et les Monstera, c'est exactement
exactement pareil. De toute façon, ça a quasiment les mêmes nœuds et les mêmes racines aériennes. Mais tout ça pour dire que ça reste quand même vachement moins difficile que quand il faut carrément l'arracher de là-dedans. Dans le tuteur en Sven, vous avez rien besoin d'arracher. N'oubliez pas, les Monstera à l'état naturel s'accrochent aux arbres et leur grimpent dessus pour aller chercher la lumière du soleil parce que sinon elles sont complètement à l'ombre. C'est pour ça aussi qu'elles résistent aussi bien au sur et à la sous-exposition à la lumière parce que à l'état naturel, elles ont de tout. Quand elles sont petites, elles sont sous la cime des arbres et n'ont pas beaucoup de lumière. Et quand elles sont au-dessus, dès qu'elles arrivent à l'état mature, bah alors là, vous inquiétez pas, il y a de la lumière, il y en a. Mais du coup, faut pas oublier que pour bien pousser, bien se développer, avoir des feuilles de plus en plus matures et avoir de belles fenestrations sur ces feuilles, il est nécessaire de tutorer. Je crois qu'il y a que la Minima qui s'en fout, qui continue à faire des fenestrations si tu la laisses en tombante ou qui se balade dans les coins, ce genre de truc. Elle va garder une taille identique sans spécialement grandir. Une Monstera Deliciosa, si tu la tuteurs pas, bah t'as des chances qu'elle perde vite ses fenestrations. Un autre truc un peu dans la même veine qu'il ne faut surtout pas sous-estimer avec les Monstera, j'ai commencé à vous en parler un petit peu dans ma vidéo TikTok où je vous expliquais que quand on cut une Monstera parce qu'elle ne va pas bien ou juste parce qu'on veut la bouturer, elle repart à différents endroits, ce qui fait que la plante mère se met à avoir plusieurs têtes, va faire plusieurs feuilles en même temps. Il faut pas hésiter si vous avez une Monstera qui a qu'une seule tête, qui fait qu'une feuille et qu'elle va pas bien, qu'elle est infestée de thrips ou quoi que ce soit, des fois il vaut mieux juste mettre un bon coup et la faire ramifier et repartir sur des bases saines plutôt que de forcer. C'est une des plantes qui repart le mieux quand on la coupe, donc faut pas hésiter, faut juste pas l'utiliser à outrance. Là par exemple si je le refais, elle repartira jamais, mais quand elle recommencera à faire des fenestrations, là je pourrais recommencer à le refaire et on aura une plante de plus en plus fournie. Faut juste faire attention à quelque chose qui s'appelle la dégénérescence. Plus tu le fais, plus la plante peut avoir tendance au bout d'un moment à te faire des feuilles de plus en plus petites jusqu'au moment où elle aura plus l'énergie de faire quoi que ce soit. Et c'est un des risques principaux lorsqu'on surbouture une Monstera. Mais si vous le faites de manière assez raisonnable sans trop abuser, ça ne fera que du bien à votre plante. Ensuite, il y a autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est la sensibilité aux insectes. Alors je sais pas si c'est dû à l'endroit où je suis ou à l'espèce, j'imagine que c'est un peu des deux cumulés. En tout cas ici c'est une espèce qui est très assujettie aux attaques d'insectes. Je suis obligé de constamment avoir l'œil dessus, de toujours surveiller. J'ai au moins 2 fois dans l'année où ça arrive, où je dois faire attention, bien laver les plantes et tout ça. Bon maintenant j'ai pris le pli et puis comme je suis à plein temps, l'invasion a jamais vraiment le temps de commencer. Mais en tout cas ça reste quand même un aspect à prendre en compte quand on achète. Si chez toi tu as tendance à avoir des plantes où il y a quelques insectes, faut savoir qu'elles seront pas épargnées. Il y a que la Standleyana variegata, celle-ci là que je vous ai présentée il y a quelques jours sur les réseaux, parce que justement je trouve que c'est des Monstera les plus originales. Elle a vraiment pas une tronche de Monstera. C'est la seule Monstera que j'ai jamais vue qui s'est jamais pris une seule attaque. Je sais pas vraiment si c'est dû à l'épaisseur de ses feuilles ou que c'est une spécificité qu'elle a développée, mais en tout cas vraiment, je peux même la mettre à côté des plantes où il y en a et franchement, voilà. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Donc c'est vraiment une Monstera qui est méconnue et que je vous conseille pas mal si vous avez envie de commencer. Elle est aussi simple que la Monstera Deliciosa, sauf qu'elle a l'avantage, elle, d'avoir une résistance assez naturelle aux attaques d'insectes. Une Monstera Deliciosa, en général, par exemple, les thrips, une fois que t'en as, pour t'en débarrasser, bon courage. Après, si jamais ça vous arrive d'avoir une invasion de thrips ou d'insectes, que ce soit des cochenilles, des acariens, ce genre de choses-là, il faut pas paniquer, prendre le temps de faire les choses correctement. Il n'y a pas de meilleure méthode que de doucher ces plantes régulièrement pour les faire partir avec un jet relativement fort qui n'abîmera pas vos feuilles. Après les Monstera ça va, elles ont des feuilles assez résistantes. Avec l'eau tu peux y aller normalement, c'est pas comme une nouvelle feuille d'Anthurium ou par exemple, comment vous dire, une feuille de Caladium ou de Bégonia qui est très fine. En général elles ont quand même une certaine épaisseur peu importe l'espèce et du coup tu peux quand même te permettre d'y aller. Privilégiez quand même toujours de faire vos propres mélanges pour vous débarrasser des insectes parce qu'au final ce que vous achetez, les KB, les trucs comme ça, à part certaines exceptions, en général c'est juste des bouillies que vous pouvez faire chez vous. En tout cas personnellement moi ça marche aussi bien quand je mélange juste un peu d'huile de neem et de l'eau et que j'en pulvérise sur mes plantes et que je les rince après. En plus ça lustre les feuilles et ça tue tous les insectes sans coûter 15 balles. Puis autant vous dire que quand on a autant de plantes, gérer une invasion c'est vraiment hyper cher si tu passes par les produits conventionnels, sachant que c'est pas beaucoup plus efficace dans le temps. Ensuite dernier point que j'aurais aimé aborder du coup, c'est l'arrosage. Pour le coup c'est un des aspects où tu vas le moins te prendre la tête avec les Monstera. Elles ont des racines relativement résistantes et elles sont aussi à l'aise en eau qu'en terre. Donc si ton pot respire un minimum et que tu as pas un sol où il y a juste de la terre, même si tu sous-arroses 1 ou 2 fois dans un mois, tu vas pas la tuer instantanément. Contrairement à cette charmante demoiselle que si juste une fois tu lui donnes 3 gouttes en trop, c'est terminus, tout le monde descend. Là, peu importe la Monstera que tu choisis, si tu as un petit problème d'arrosage, qu'il soit de sur ou de sous-arrosage, en général, tu vas bien t'en sortir. C'est souvent pour ça que la Monstera Deliciosa, c'est une des espèces qu'on conseille le plus aux débutants en jardinerie, parce qu'elle pardonne énormément de trucs, un peu comme la ZZ aussi. Elles ont pas du tout la même sorte de réseau racinaire, mais par contre, elles ont quasiment la même résistance aux oublis et aux
surarrosage, ce qui en fait deux espèces qui sont vraiment cool pour les débutants. En plus maintenant quasiment toutes les Monstera Variegata, à part la Devil Monster et la Aurea qui est juste là, toutes les autres sont quasiment très accessibles. On les trouve toutes aux alentours de 20-30 € maintenant, même la taille Constellation. Donc c'est vraiment une super porte d'entrée aux débutants qui ont envie de se lancer dans des spécimens un petit peu particuliers. On y trouve de tout à des prix vraiment raisonnables, contrairement par exemple aux Alocasia, où dès que tu veux taper dans des spécimens un peu plus rares, genre les Bambino Variegata ou les Black Velvet Variegata, les trucs comme ça coûte un rein. On peut vivre avec un seul rein, mais ça dépend la qualité du rein restant. Alors qu'ici, franchement, il n'y a que 3-4 modèles en tout. Enfin, modèles, des espèces qui coûtent très cher. Pareil, les Anthurium aussi, il y a tout un délire extrêmement abusé autour des prix, chose qui se comprend, puisque multiplier des Anthurium, c'est bien plus compliqué que de multiplier des Monstera. Les Monstera, c'est un coup de sécateur, t'as un nœud quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines en fonction des conditions que t'as chez toi, ça va très vite. Alors que si t'essayes de faire un entu par pollinisation, le temps d'avoir les fleurs, les fruits à maturité et de pouvoir récolter les graines et de les faire pousser, c'est chronophage de malade. C'est pour ça que certains Anthurium, les croisés rares, coûtent vraiment plusieurs centaines, voire des fois des milliers d'euros, parce que c'est des hybrides uniques. Dans la famille des Monstera, on est quand même un peu plus limité, parce que pour avoir un fruit de Monstera, c'est des dizaines et des dizaines d'années qu'il faut à une Monstera pour atteindre ce stade de maturité. Donc en général, ça se reproduit beaucoup plus par bouturage humain que par ses fruits et ses graines. Et je sais même pas vraiment, en tout cas si vous savez, n'hésitez pas à me dire, je suis curieux, est-ce que naturellement on peut croiser plusieurs Monstera ensemble avec différents fruits de différentes espèces? Est-ce que ça peut marcher comme les Anthurium ou pas du tout? Franchement, j'en sais rien. Personnellement, j'ai jamais eu une Monstera de 8 mètres de haut chez moi, donc je saurais pas trop vous dire. Mais si quelqu'un a l'info, franchement, ça m'intéresse. Et au niveau des variations, ce conseil-là est valable vraiment pour toutes les autres espèces aussi. Faut pas oublier que pour avoir des panachures comme ça, ce qui influe beaucoup, c'est la lumière et l'engrais, mais surtout la lumière. Jour, nuit, jour, nuit. Ça a un impact beaucoup plus important, la lumière, que l'engrais, je trouve. Si tu veux avoir de belles couleurs, t'as pas vraiment le choix que d'utiliser des vraies lampes ou d'avoir une exposition au soleil qui est juste parfaite, parce que trop tu vas la brûler et pas assez, elle va juste redevenir verte. C'est pour ça que les lampes horticoles, ça va vraiment beaucoup t'aider. Et au niveau des engrais, personnellement, moi j'utilise en ce moment la gamme de Cana, que je teste un petit peu comme ça. Ils m'ont proposé d'essayer. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de retour ni objectif ni négatif à vous faire. Ça fonctionne, mais rien de bien transcendant chez moi pour le moment. Tant vraiment, je suis très régulier sur mes prises d'engrais, mais du coup, c'est pour ça que j'en ai pas spécialement parlé. Vous êtes beaucoup à me demander mes engrais sur les vidéos. Pour le moment, j'utilise ceux de Cana. Je laisse voir un petit peu encore comment ça va évoluer. Peut-être que je changerai dans pas très longtemps si j'ai des propositions intéressantes de certaines marques, parce que vraiment en engrais, j'y connais pas grand chose. Pendant très longtemps, j'ai utilisé des engrais de jardinerie qui sont assez pauvres en azote, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, j'espère que grâce à cette petite vidéo, maintenant t'en sais un peu plus sur les Monstera, que j'aurai quand même réussi à vous apprendre quelques petits trucs. De mon côté, comme d'hab, je vous dis à très bientôt mes petits addicts aux plantes. C'était Léo. On se retrouve très bientôt pour toujours plus d'astuces. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, à me laisser un petit like, à vous abonner, histoire de ramener un peu plus de plantes sur YouTube, parce que c'est vrai que je trouve que ça manque.